Bonjour à tous, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Étienne Thoré de Marseille, qui va nous présenter ses projets, je pense à la fois récents, puis à la fois un petit peu moins récents, ce qu'il a fait pendant son postdoc à McGill. Et voilà, donc autour du timbre. Donc Étienne, je te laisse la parole. Très bien, merci Claudia. Oui, donc je suis Étienne Thoré. Donc je suis actuellement, il y a plein de logos sur cette slide, mais je suis actuellement postdoc à l'Institut Langage, Communication et Cerveau à Marseille, à l'Université d'Aix-Marseille. Et je suis plus principalement entre deux laboratoires, donc le LIS, qui est un laboratoire d'informatique, et Prism, qui est un laboratoire qui s'intéresse à tout ce qui touche autour du son, de l'image et de la musique. Et dans ce séminaire, je vais vous présenter plus en détail les travaux que j'ai réalisés pendant deux postdocs précédents. Donc un postdoc que j'ai réalisé à McGill, à l'école de musique Schulich, et un second postdoc que j'ai réalisé à l'ENS, euh, au laboratoire des systèmes perceptifs. Et donc, je vais commencer juste par vous présenter la recherche que je fais d'un point de vue plus général et ce à quoi je m'intéresse. Donc, très globalement, je m'intéresse à essayer de comprendre la perception des sons, c'est très très large effectivement, en essayant de comprendre comment les sons sont traités au niveau perceptif. Donc, ça se passe au niveau plus périphérique, donc ce qui se passe au niveau de l'oreille, et aussi en utilisant de plus en plus des connaissances sur la façon dont le cerveau traite ou semble traiter les informations acoustiques. Et pour ça, une analogie qui est assez classiquement utilisée et qu'en fait on utilise tous plus ou moins implicitement dans nos recherches, c'est l'analogie de l'ordinateur. Donc finalement, on pourrait résumer notre système perceptif à un microphone qui représente les sons et un ordinateur qui finit par les traiter. Et si on s'intéresse plus en détail à ces différents aspects, finalement on voit que ça fait référence à des représentations des sons et des aspects plus computationnels qui vont être la façon dont ces représentations sont transformées. Et donc, je me pose plus spécifiquement la question d'essayer de comprendre quelle est la nature précise du code acoustique, donc quelles sont les représentations acoustiques pertinentes pour modéliser les sons, et comment le système auditif les transforme. Et donc pour cela, j'utilise des techniques et des méthodes qui viennent de différents domaines, donc ça va du traitement de signal jusque plus récemment à des techniques issues de l'apprentissage statistique et du machine learning, et cela combiné avec des méthodes, des tests comportementaux et également des tests de neuroimagerie sur lesquels je collabore, je ne travaille pas directement dessus. Donc, ça fait appel à des techniques plus spécifiques telles que l'analyse par la synthèse et la modélisation perceptive des sons. Donc ça fait plus référence à des travaux que je ne vais pas présenter aujourd'hui, mais qui sont les travaux que j'ai fait durant ma thèse, qui s'intéressaient à essayer de caractériser la perception auditive des mouvements humains, donc comme les gestes d'une personne qui dessine sur un objet résonnant. Donc, je vais juste vous faire écouter un son pour illustrer ça. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais l'idée était d'essayer de voir quelles formes, si on était capable de reconnaître les formes qui étaient dessinées juste en écoutant le son produit par une personne qui dessine, donc la friction, le son produit par la friction entre le stylo et la feuille. Oups, désolé. Ah. Problème de son. C'est juste les différents exemples. Voilà. Et donc, ces travaux portaient sur des aspects purement auditifs, donc essayer de voir si juste avec le son, on était capable de reconnaître des formes ou des gestes, et des aspects plus multimodaux, donc où on essayait même d'influencer le mouvement avec des sons. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces aspects-là, puisque c'est des choses sur lesquelles je ne travaille plus désormais. Et je vais me focaliser sur les travaux que j'ai réalisés plus récemment et qui s'intéressent à utiliser donc, des outils issus de l'apprentissage statistique et à des approches qu'on pourrait appeler neuromorphiques, donc qui essayent de modéliser un petit peu la façon dont le cerveau traite les sons pour comprendre la perception auditive et en particulier la perception de la musique. Donc, je vais commencer par vous présenter une étude où on s'est intéressé à essayer de modéliser le timbre des instruments de musique. Dans un second temps, je vous présenterai une autre étude dans laquelle j'ai développé des techniques qui permettent de sonder les outils d'apprentissage statistique, donc qui sont souvent des boîtes noires, pour comprendre, dans un cas particulier ici, qui a été de comprendre l'effet de la privation de sommeil sur les propriétés acoustiques de la parole. Et enfin, je vous présenterai plus rapidement les travaux sur lesquels je travaille actuellement et qui s'intéressent à essayer de décoder les informations acoustiques qui sont encodées dans les réseaux de neurones convolutionnels qui imitent les traitements cérébraux. Donc, je vais commencer par vous présenter cette étude sur le timbre des instruments de musique que j'ai réalisée sous la supervision de
Philippe Depal et Steve McAdams à McGill, et en collaboration avec Baptiste Caramio, qui est chercheur CNRS à l'ISIA. Et donc, dans cette étude, finalement, le but est d'essayer de répondre à cette question à laquelle tout le monde essaye de répondre depuis des années, qui est de définir le timbre. Donc, on n'est clairement pas les premiers à s'intéresser à cette question, et on n'a pas forcément la prétention d'y être arrivé, évidemment, comme vous le verrez. Mais le but était de voir un petit peu si on pouvait faire une sorte de synthèse de ce qui avait été fait depuis à peu près une quarantaine d'années sur la question. Donc, pourquoi c'est si crucial de définir le timbre? Et une façon de répondre à cette question, c'est de répondre à un enjeu actuel, qui est vraiment un enjeu clinique, qui va être d'être capable de restituer, par exemple, la musique chez les personnes portant des implants cochléaires. Donc, ces personnes-là sont capables de percevoir la parole avec leurs implants, mais ils ont toujours du mal à percevoir le timbre, donc en particulier des instruments de musique, mais aussi de scènes sonores plus complexes. Donc, essayer de comprendre vraiment quels sont les corrélats acoustiques du timbre est vraiment une question cruciale actuelle. Et donc, pour cela, je vais commencer par vous faire juste des rapides rappels sur le timbre vu comme un espace acoustique. Donc, je vais aller assez vite parce que j'imagine que vous êtes tous plus ou moins au clair avec ces questions-là. Et ensuite, je vais vous présenter l'étude qu'on a faite. Donc, il y a d'abord essayé de répliquer les résultats de la littérature, et ensuite dans laquelle on a proposé une méthode finalement dirigée par les données, data-driven, qui permet d'aller chercher les corrélats acoustiques du timbre. Donc, la façon dont le timbre des instruments de musique a été étudié depuis beaucoup de temps a été finalement de faire des tests de jugement de dissemblance, donc où des sujets devaient juger la dissemblance entre des paires de sons d'instruments. Et à partir donc de ces matrices de dissemblance, on pouvait dériver des espaces de timbres en utilisant des techniques de réduction de dimension, donc qui essayent de représenter finalement la position de chacun de ces instruments dans un espace de plus petite dimension. Et enfin, le but, c'était de le corréler, a été de le corréler la plupart du temps avec des descripteurs acoustiques, donc basés sur l'intuition souvent des chercheurs, hein, en se disant, après beaucoup d'observations, finalement, que par exemple, le temps d'attaque des sons ou le centroïde spectral corrélait plutôt bien avec les différentes dimensions des espaces de timbre. Donc, cette approche-là a été utilisée dans énormément d'études depuis une quarantaine d'années, comme je le disais. Et finalement, peu d'études se sont pour le moment intéressées à essayer de répliquer les résultats qui ont été obtenus dans ces travaux. Et la chance qu'on a eue, nous, c'est qu'on a pu récupérer les données, donc directement les jugements de dissemblance d'une série de pas mal d'études qui ont été faites donc, par nous. Donc, quand je dis par nous, ça inclut les travaux de Steve, mais donc par pas mal de ses étudiants, mais aussi des données qu'on nous a fournies qui n'ont pas du tout été acquises par nous. Donc, c'est assez intéressant en fait comme travail d'essayer de répliquer les coefficients de corrélation des papiers d'origine, et ça s'avère assez compliqué. Donc, ici, je dis que c'est assez difficile de répliquer les résultats des études originales. Ce que je veux dire par là, c'est qu'obtenir le même coefficient de corrélation est très difficile. Donc ici, ce que vous voyez, c'est le coefficient de corrélation qu'on a obtenu nous versus celui qui était proposé dans les papiers originaux. Donc on voit qu'il y a quand même une corrélation entre les deux. Malgré tout, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver les valeurs des papiers d'origine. Pourtant, on avait vraiment les données de départ. Et il y a même des études pour lesquelles j'avais les valeurs des MDS, donc les valeurs vraiment des dimensions réduites, et pour lesquelles je n'arrivais pas à corréler leurs données avec leurs données, en fait. Donc c'est ça peut paraître même encore plus problématique. Et l'approche classique, donc, qui est utilisée dans ces articles et dans ces études, souvent les critiques qu'on peut y faire, c'est que les datasets sont quand même assez petits, donc on a entre 10 et 20 sons. Quel est le nombre pertinent de dimensions? Finalement, c'est défini. Il y a des techniques un peu empiriques qui permettent de le faire, mais on n'est jamais tous d'accord sur la bonne façon de le faire. Les paramètres des MDS sont aussi choisis à la main par les auteurs. Un peu comme les descripteurs audio, il y a plein de façons de calculer le temps d'attaque d'un son, et ça peut changer vraiment significativement. En particulier pour les sons impulsifs, ça peut changer vraiment la qualité de la corrélation. Donc, on peut
on peut un peu se dire que finalement, il y a une sorte un peu d'overfitting qui a été fait. Alors, c'est pas de la malhonnêteté, hein, des auteurs, une fois de plus, on a tous tendance à faire ça, mais qui du coup biaise un petit peu les résultats dans le sens de ce que les auteurs avaient comme intuition dans ces études-là. Et il y a aussi un problème, c'est que toutes ces études utilisent des datasets de sons, des sets de sons différents. Et du coup, on a un peu de mal à évaluer les effets de contexte, parce que si on a jugé 10 instruments, 10 sons de clarinette, on ne va pas du tout se baser sur les mêmes informations que si on a jugé 10 sons qui viennent de 10 familles d'instruments différentes. Donc, le constat qu'on a pu faire après cette petite analyse préliminaire, finalement, c'était qu'il y avait besoin d'une approche un peu différente pour étudier ces phénomènes perceptifs et essayer de mieux définir le timbre d'un point de vue plus, alors data-driven, c'est un mot un peu à la mode, mais sans faire trop d'a priori sur les descripteurs acoustiques qu'on veut mettre en avant finalement. Donc c'est ça qu'on veut dire par data-driven, c'est qu'on essaye de mettre le moins d'hypothèses finalement dans la façon dont on va chercher les corrélats acoustiques. Et donc pour faire ça, on a utilisé une approche qu'on pourrait qualifier de neuro-inspirée, donc c'est-à-dire qu'on a essayé d'utiliser les connaissances qu'on avait sur le système auditif et sur les représentations acoustiques qu'il pouvait faire pour essayer de modéliser le timbre. Donc si je m'intéresse tout d'abord aux représentations, je vais juste vous introduire rapidement les représentations qu'on a utilisées, donc qui s'inspirent en fait d'un constat neurophysiologique que le cortex auditif primaire, qui est que le cortex auditif primaire décharge selon des modulations spectrales et temporelles assez particulières. Et donc, il y a des représentations, donc ça, c'est des travaux qui viennent plus du traitement de signal, qui ont été élaborés à partir de ces constats-là, qui sont des représentations 4D et qui mettent en avant du coup les modulations temporelles et les modulations spectrales du son. Donc, je ne vais pas rentrer dans la façon précise dont on calcule ces représentations. Je pourrais y revenir si vous voulez des détails. L'idée est de faire des transformés de Fourier en cascade sur des spectrogrammes. Donc, dit un peu grossièrement, c'est des transformés de Fourier de transformés de Fourier. Donc, ça se rapproche un petit peu de ce que les MFCC, de ce dont les MFCC mettent en avant, mais c'est pas exactement ça. Et surtout, c'est plus proche de ce que semble être fait par le système perceptif, auditif. Donc ici, par souci et pour des raisons purement computationnelles, on a même moyenné au cours du temps tous nos sons et on arrive quand même à des représentations avec 30 000 dimensions, donc ce qui reste quand même assez élevé. Donc on a utilisé ces représentations, mais on n'est pas du tout les premiers à les avoir utilisées, et c'est des représentations donc, qui s'appellent des fois STRF, STMF, selon les études, et qui ont été déjà beaucoup utilisées, en particulier pour la perception de la parole. Donc, tous les travaux de Chiab Chama, Mounia Eli Lali, Nima Mesgarani également. Ça a aussi été utilisé dans un contexte musical et pour le timbre. Donc, c'est un peu l'étude qui nous a mis la puce à l'oreille et qui nous a suggéré d'utiliser ces représentations-là. C'est le papier de Patil. Et ça a été utilisé plus récemment pour des diagnostics qui n'ont absolument rien à voir, hein, donc par exemple, pour essayer de diagnostiquer des sons de respiration, faire des sortes de stéthoscopes acoustiques. Et vous verrez après que nous, on l'a utilisé pour caractériser également l'effet de la privation de sommeil sur la parole. Et donc, dans le contexte de cette approche neuro-inspirée, l'idée est de se dire que ces représentations, finalement, vont être transformées par le système auditif, donc à des niveaux corticaux, et qu'on peut essayer de s'inspirer. Alors, s'inspirer, c'est vraiment, d'un point de vue très large, de la façon dont ces computations pourraient être faites au niveau cérébral. Donc ici, on a utilisé une méthode qui s'appelle le metric learning, l'apprentissage de métrique, pour essayer de simuler les dissimilarités perceptives obtenues dans les différentes études sur le timbre, directement à partir de ces représentations. N'hésitez pas à m'arrêter si ce n'est pas clair ou si vous voulez des précisions à ce niveau-là. Donc l'idée, finalement, c'était de se dire, on a pour chaque son de chaque étude, on a une représentation acoustique et on va essayer de calculer directement à partir de ces représentations la dissimilarité qui a été réglée par les gens pendant le test perceptif. Et donc c'est une méthode, on peut dire que c'est du machine learning si on veut, mais techniquement, c'est juste une optimisation qu'on fait, où finalement, on va calculer une matrice de dissemblance à partir de ces représentations-là, et on va essayer d'optimiser la corrélation entre cette matrice de dissemblance et celle qui a été faite par les sujets humains. Et pour ça, on va juste modifier les poids de ce qui s'appelle la métrique. Donc finalement, ça va être la distance perceptive qui va nous permettre, la distance mathématique, qui va nous permettre de simuler
les jugements humains. Et donc, en utilisant des techniques d'optimisation assez classiques, donc qui vont être des outils de descente de gradient, par exemple, on va pouvoir optimiser la corrélation entre ces matrices, mais ça, on va le faire en fait implicitement en modifiant les poids sur la représentation d'entrée. Et ce qui est super intéressant par rapport à pas mal d'outils de machine learning qui peuvent être utilisés souvent, c'est que nous, on peut regarder directement finalement quels sont ces poids. Et donc comprendre quelle information a été utilisée a été optimisée pour justement maximiser la corrélation entre les données acoustiques, les métriques acoustiques et les données perceptives. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire une analyse finalement de ces métriques directement, plutôt que d'avoir juste un outil où on dit, bon, bah, on a réussi à resimuler les jugements de dissemblance, bon, voilà, c'est bien, on s'arrête là. Là, ici, on est allé plus loin, en fait, on a pu carrément regarder ce qu'il y avait dans les métriques. Et donc, on a fait ça pour les 17 datasets dont on avait pu récupérer aussi bien les sons que les données perceptives. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'en utilisant le tenseur complet des STMF, donc avec les 3 dimensions, on est capable en moyenne, donc c'était en médiane, pardon, de simuler de façon précise les données perceptives. Donc ici, vous voyez le coefficient de corrélation final entre les données simulées et les données comportementales. Et on a fait exactement la même chose avec juste les versions moyennées en fait, de ces représentations. Donc, si on regarde juste, par exemple, la projection sur les modulations scale et rate, eh ben, on voit qu'on n'est pas capable finalement de resimuler les jugements de dissemblance. Mais par contre, si on s'intéresse aux 2 autres représentations, alors ça reste, on n'arrive pas à des performances du même niveau que pour le tenseur complet, mais on voit qu'on est quand même capable de simuler de façon plus importante les jugements de dissemblance finaux. Et en particulier avec la dimension frequency scale. J'y reviendrai juste un petit peu après. Étienne, Donc, ouais, juste, c'est quoi les nombres entre parenthèses? pardon, c'est qu'en fait, alors j'ai mis directement les figures de l'article, mais en fait, c'est des données contrôle qu'on a faites sur des. Le problème en machine learning, un des problèmes, parce qu'il y en a beaucoup, c'est de ne pas overfitter. Donc, de ne pas avoir une métrique qui est vraiment uniquement spécifique à notre expérience. Et donc, pour ça, une technique pour voir si l'algorithme qu'on a utilisé surapprend, ça va être de le faire sur des dimensions beaucoup plus petites. Et donc, les données qui entre parenthèses, c'est la même optimisation qui a été faite sur. Donc, ici, il y avait 30 000 dimensions, donc, comme je le disais tout à l'heure dans la présentation, mais on a réduit à 300 dimensions. Donc, c'était pour voir si, en sous-échantillonnant notre représentation de départ, finalement, on perdait complètement la corrélation, ou si on était toujours capable de le simuler. Et donc, tous les chiffres qui entre parenthèses, c'est les mêmes expériences, mais faites sur les versions sous-échantillonnées des représentations. Et donc là, ce que tu dis, c'est que comme 0,5, c'est pas négligeable, ça veut dire que tu n'as pas trop surappris parce que tu as quand même quelque chose de pas mal en prenant toutes les Exactement, informations. exactement. Et du coup, on l'a aussi évalué d'une autre façon, c'est qu'on a fait une technique de leave one out. Donc, on apprenait la métrique, par exemple, si l'expérience, il y avait 11 sons, on apprenait la métrique sur 10 sons et on la testait sur le 11e, et en faisant tourner comme ça entièrement sur tous les sons. Et ensuite, on faisait la moyenne des coefficients de corrélation sur l'ensemble de tests. Et ce qu'on a pu voir, c'est que finalement, on ne tombait pas au hasard. Donc, ça veut dire on apprenait bien quelque chose de pertinent. Et pour être plus transparent, tous ces tests contrôle, c'est les reviewers qui nous les ont demandés. En fait, on les avait fait au départ, mais ça a été demandé de les ajouter dans l'article pour que ce soit plus complet. Ça rajoute un peu de bruit à mon sens, mais voilà, l'idée c'est juste de se dire, on peut discuter ces résultats-là, on n'est pas en train de discuter quelque chose qui est juste de l'overfitting, en fait. Ce qui est un gros biais en machine learning souvent. Et donc, comme je le disais, on l'a fait pour les trois projections. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est quand même capable de simuler les jugements de dissemblance avec des coefficients de corrélation. Donc, c'est la variance expliquée, c'est le R carré à chaque fois, qui sont relativement élevés. Et on a fait des tests complètement contrôle en faisant juste une distance euclidienne entre les STMF. Donc, on faisait l'hypothèse que finalement, peut-être que les gens, ils avaient juste fait une distance euclidienne entre ces représentations-là pour juger les dissemblances. Et là, on voit que ça ne marche pas du tout. Donc, on voit vraiment qu'il y a besoin d'apprentissage pour, malgré tout, avoir quelque chose de pertinent. Et on a aussi fait le test contrôle en utilisant que le spectre.
Donc on n'a plus du tout les modulations. Et là, on voit que pareil, on n'arrive pas à resimuler les jugements de dissemblance. Donc la conclusion de cette première analyse, c'est qu'on voit que c'est possible, en utilisant les STMF, pardon, de resimuler les jugements de dissemblance. Donc ce n'est pas un résultat nouveau, parce que ça avait déjà été mis en évidence dans l'étude de Patil. Mais nous, ce qu'on a fait en plus, c'est qu'on a permis d'observer les métriques, ce qui n'était pas le cas dans les études précédentes. Et donc, la question qu'on peut se poser maintenant, et qui est vraiment intéressante, c'est d'aller voir un petit peu ce qu'il y a dans ces métriques. Et surtout de se demander si elles sont différentes entre les différentes expériences. Donc, ça fait référence directement à une des critiques qu'on pouvait faire à l'approche plus classique, qui était le manque d'études des effets de contexte. Et donc, de voir s'il y avait une influence du dataset sur la façon dont les gens allaient chercher des corrélats acoustiques, quels corrélats acoustiques les gens allaient chercher dans les sons, et surtout comment ça les modifiait. Donc, juste pour vous donner une idée, là, je vais vous passer, c'est des métriques qui ont été fitées donc pour 3 ou 4 datasets différents. Et on voit qu'il y a une variabilité entre ces différentes métriques. Et donc, on a essayé de quantifier ça de façon un petit peu objective pour voir finalement qu'est-ce qui se passait. Donc, essayer de caractériser les similarités et les différences entre ces métriques. Donc, pour ça, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des corrélations par paire entre les métriques fitées pour les différents datasets. Donc, ce qu'on voit ici, en fait, c'est la matrice de dissemblance, la matrice de dissimilarité ou de similarité, pardon, entre les différentes métriques qui ont été fitées. Et ici, ce que je vous affiche comme valeur pour quantifier un petit peu ça, c'est le R carré moyen. Et donc, ce qu'on voit, en fait, c'est que globalement, si on regarde le tenseur complet, en fait, les métriques sont assez différentes. Elles corrèlent pas si bien que ça entre elles, finalement. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Et si maintenant on regarde projection par projection, donc si on regarde que la projection scale rate, par exemple, eh ben on voit que en moyenne, les métriques corrèlent plutôt bien. Donc, c'est-à-dire que cette dimension-là, à travers toutes les métriques, elle est assez consistante. Et à l'inverse, si on regarde pour les deux autres projections, eh ben on voit que ces projections-là sont beaucoup plus spécifiques à chaque dataset. Et c'est un peu le résultat principal de l'étude, c'est finalement ce qu'on montre dans cette étude. Donc, j'ai fait pas mal d'autres tests et d'autres analyses un petit peu. Alors, c'est pas très simple à expliquer, je peux rentrer en détail si ça vous intéresse, mais l'idée, c'est vraiment, c'est un peu le gros résultat de l'article, c'est qu'on a pu montrer finalement que la métrique qui était fitée, elle était vraiment contrainte par ces deux dimensions, donc par la dimension frequency rate et frequency scale, qui va être spécifique à chaque dataset, alors que cette dimension-là, finalement, elle va être plus spécifique, plus générale à travers les différents datasets. Donc c'est ce que je résume un petit peu ici, c'est de se dire que finalement, le timbre, on peut un peu le caractériser en différents aspects. Un aspect très global, donc qui va être caractérisé par cette première dimension, scale rate, et finalement, c'est pas un hasard, parce que si on essaye de comprendre un petit peu plus avec les mains à quoi correspondent ces dimensions, finalement, donc les scales, c'est les modulations spectrales, donc finalement, ça va caractériser la structure du spectre. Et la structure du spectre, bah, elle est indirectement reliée elle est directement reliée à des aspects comme le barycentre spectral. Et de la même façon, les modulations temporelles bah, vont être reliées à tous les aspects reliés à l'enveloppe du son, et qui peuvent avoir trait finalement à des descripteurs donc plus scalaires, tels que le temps d'attaque. Donc finalement, les aspects génériques, bah, c'est un peu ce qu'on retrouve dans les premières dimensions des espaces de timbre, et ce sur quoi tout le monde est à peu près d'accord quand même sur le fait que le temps d'attaque et le barycentre spectral sont des aspects qui sont cruciaux pour la perception du timbre des instruments. Mais par contre, ce qu'on montre ici, c'est qu'il y a des aspects beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus fins probablement, qui sont contenus dans les deux autres projections et qui vont s'intéresser finalement aux covariations donc entre les aspects fréquentiels et les modulations temporelles, et les covariations entre les aspects fréquentiels et les modulations spectrales. Donc, tout le challenge finalement est de comprendre un petit peu qu'est-ce qui est vraiment important là-dedans et comment on peut le restituer d'une meilleure façon, par exemple dans le cas des implantés. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour cette étude-là, je résume juste sur cette slide les résultats principaux
que je viens de vous présenter finalement, donc que l'approche classique, donc l'approche qu'on a qualifiée ici de dimensionnelle, bah, elle s'avère assez difficile à répliquer, même si on y arrive dans une certaine mesure et elle a des limites. On montre une fois de plus que les modulations spectrotemporelles contiennent des informations qui sont pertinentes pour simuler la perception du timbre et qu'il y a des aspects donc génériques donc, qui sont communs à travers tous les espaces de timbre et des aspects plus spécifiques à chaque dataset. Ici, je pense le gros point qu'on apporte, c'est qu'il y a un aspect interprétabilité d'un outil de machine learning qu'on a utilisé, qui permet, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est de relier justement des aspects purement acoustiques à des aspects perceptifs. Donc ici, on s'est intéressé, malgré tout, les jugements de dissemblance, c'est des aspects perceptifs relativement bas niveau, on pourrait dire, donc sans jugement de valeur, mais qui sont des choses plus purement perceptives. Et on a essayé de l'appliquer à des aspects plus intégrés et plus haut niveau, donc qui sont des jugements sémantiques, dans le cadre d'une collaboration avec un étudiant de McGill qui fait sa thèse sur la perception de la masse sonore. Donc c'est des choses qui sont relativement abstraites, même pour moi, mais l'idée était un peu d'essayer de voir si on pouvait juger par exemple l'aspect kaléidoscopique d'un son. Donc les corpus de son utilisés dans cette étude, c'est des extraits musicaux qui viennent de tout, comment dire, j'allais dire la littérature, mais pas la littérature, mais qui viennent de plein de compositeurs contemporains, donc avec des sons issus plus d'aspects musique concrète. Donc ce qu'on a vu dans cette étude, c'est qu'on était capable, dans une certaine mesure, de resimuler également les jugements sémantiques humains à partir des modulations spectrotemporelles. Ça marche quand même beaucoup moins bien que pour les aspects que je viens de vous présenter. Et je pense que ça vient surtout du fait que les jugements sémantiques sont des aspects beaucoup plus complexes et beaucoup plus intégrés, et que la métrique qu'on a utilisée reste malgré tout une métrique très simple. Donc se dire qu'on applique juste des poids sur une représentation, aussi complexe soit-elle, n'était pas suffisant ici pour faire ça. Donc des aspects sur lesquels je suis en train de travailler en suite de cette étude, c'est de faire une analyse intra-sujet, donc c'est-à-dire pour chaque sujet, essayer de fitter une métrique et de voir justement un peu les différences interindividuelles, avec pour objectif finalement à plus long terme de comprendre les informations importantes chez des sujets implantés. Donc j'ai pu récupérer des données qui ont déjà été acquises chez des patients implantés cochléaires et donc où l'étude a déjà été publiée, et je vais essayer de les réanalyser avec cette même méthodologie-là pour essayer de mieux comprendre quelles informations finalement peut-être diffèrent chez ces patients-là, chez ces sujets-là, dans la perception du timbre. Pour la finalité serait éventuellement d'arriver à restituer les informations de mieux restituer les informations caractéristiques du timbre. Donc voilà pour cette première étude. Peut-être si vous avez des questions sur cette partie-là, n'hésitez pas à me les poser maintenant. Oui, tout à Mmh. fait, Étienne. Moi, j'ai une Ouais, question pour m'aider à mieux comprendre tout ce que tu viens de raconter. Tes 17 corpus de son, tu pourrais ouais, dire ce que c'est précisément? Est-ce que c'est des notes isolées d'instruments de ouais. l'orchestre? C'est vrai que j'ai pas précisé ces aspects-là. Alors, je vais juste revenir sur la slide correspondante. Heu, alors, c'est des notes isolées pour, dans toutes ces études, à chaque fois, c'est des notes isolées d'instruments, d'orchestre pour la plupart. Il y a aussi des sons, alors, qui sont des sons un peu hybrides. Je pense en particulier au papier de Gray, où il y a des sons qui sont, mixés, où ils mixent l'enveloppe et le spectre de certains sons, je crois. Dans le papier de Mathieu, bah, d'ailleurs, dont tu es co-auteur, je crois, c'est que des Ça sons serait de la clarinette synthèse synthé. croisée, c'est ça? Ouais, voilà, exactement. Ça serait une chimère, voilà, qui combine 2 instruments acoustiques. Exactement, ouais. Dans le papier de Mathieu Barthé, donc c'est que des sons de clarinette. Oui, Dans le papier de Kai Siedenburg, il y a les deux. Il y a des sons purement, qui sont purement, enfin des sons naturels, pardon, et des sons qui sont issus pareil, d'une synthèse croisée entre enveloppe et spectre, il me semble. On n'est pas rentré en détail là-dedans parce que c'était pas le but de l'étude, c'était de rester assez haut niveau, mais effectivement, c'est un aspect qui est crucial. Et c'est ce qu'on montre d'ailleurs, c'est que le résultat est spécifique. Enfin, les espaces de timbre qu'on obtient sont spécifiques à chaque étude. Et donc, c'est vraiment le choix du dataset qui va contraindre la façon dont on fait la tâche. Donc, c'est pas si surprenant que ça, mais malgré tout, ça n'avait jamais été étudié de cette façon-là. Euh,
du coup, au niveau de la pression sur les sons, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je peux y répondre. Alors, au niveau des données, on a récupéré les dissimilarités originales pour la plupart des études. Pour les papiers de Gray, les données étaient plus disponibles parce qu'elles étaient sur bande magnétique. Donc, l'expérience a été repassée. Ils ont refait l'expérience à McGill. Et les résultats corrèlent parfaitement avec les résultats de Gray au niveau des MDS. Oui, Boris Deval, j'avais une question en fait sur la possibilité d'avoir du vibrato dans les exemples, et si c'est le cas, où est-ce que ça se place dans les différents scales, frequency, Ouais. rate, etc. Alors, je vais juste revenir sur la slide où j'ai juste les... on peut le voir là-dessus en fait. Les vibratos, on va les voir dans les modulations temporelles principalement. Donc, s'il y a un vibrato qui est très marqué, donc ici, ce qu'on voit, c'est scale rate ici. Donc, s'il y a juste un son avec un vibrato, on devrait voir un pic d'énergie dans les rates positifs et négatifs. Et on ne le verra pas sur cette représentation-là, par exemple, sur les représentations fréquence modulation spectrale, parce qu'elle caractérise purement les aspects structure du spectre, mais par contre, on peut le voir sur les modulations temporelles principalement. Et ici, aussi, un aspect qu'il faut que je rappelle, c'est qu'on a moyenné au cours du temps, donc il y a une grosse critique qu'on peut faire à notre étude, et qui fait qu'on aplatit quand même beaucoup les informations. Mais malgré tout, même en moyennant au niveau temporel, les vibratos peuvent être représentés de façon singulière dans la dimension modulation temporelle. Merci. Je fais un petit commentaire là sur ce que tu viens de dire. Ouais. Je trouve ça un petit peu perturbant, parce que pour moi, le vibrato, c'est une variation du spectre. C'est pas. Oui. Bah, du coup, c'est ce que je voulais dire dans le sens La où... différence entre vibrato et trémolo. Bah, du coup, ce qu'il y a, c'est comme on a moyenné au cours du temps, en fait, si on regarde ces trois projections qui évoluent au cours du temps, on verra aussi des modulations dans cette dimension-là. Mais dans la version moyennée, c'est ça que je voulais dire, c'est que dans cette version moyennée, on va observer on aura la fréquence des vibratos au niveau des fréquences de cette représentation fréquence modulation temporelle. Mais oui, tu as totalement raison sur le fait qu'un vibrato, c'est une variation spectrale et que du coup, on doit l'observer aussi dans cette dimension-là. Mais pour ça, il aurait fallu qu'on puisse garder le tenseur 4D complet, et au niveau computationnel, ce n'était pas possible. Mais effectivement, Okay, merci. je suis d'accord avec toi. Et moi, j'avais une petite question sur les différences là, distance euclidienne et full STMF. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris qu'est-ce qui est changé entre les deux en fait. Pourquoi Attends, je vais revenir sur la slide du coup. Ici du coup. En fait, quand je disais full STMF, donc toute cette partie-là, en fait, toute cette partie-là et le spectre, en fait, on a appliqué l'algorithme d'apprentissage. Donc, on a fait l'optimisation. C'est-à-dire que la métrique, le coefficient de corrélation que je présente, c'est les dissemblances obtenues avec l'optimisation. Et ce que je dis, quand je dis distance euclidienne sur les full STMF, alors si je vais revenir juste à cette slide-là, en fait, ça reviendrait à mettre des 1 sur tous les poids ici. Donc, en fait, c'est un petit peu une distance euclidienne, finalement, ce noyau gaussien, qui est un peu un mot vulgaire pour juste dire qu'on a mis une distance euclidienne pondérée dans un exponentiel pour des raisons purement computationnelles, finalement. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste pondérer une distance euclidienne ici. Et en fait, la distance euclidienne, c'est de se dire, on ne fait pas d'apprentissage, on accorde le même poids à tous les points de la représentation, et on calcule la distance. Et si on fait ça, on voit qu'on n'est pas capable finalement de simuler les jugements perceptifs. Donc la distance euclidienne seule permet pas de resimuler les jugements de dissemblance. Par contre, en faisant un apprentissage, donc en essayant de donner du poids aux informations les plus pertinentes et en les contraignant par la perception, on est capable de le faire. Et on est capable de le faire avec les STMF, mais on n'est pas capable de le faire avec le spectre seul. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une information dans cette façon de représenter les sons qui est plus pertinente que dans le spectre seul, par exemple.
Et ce qui avait déjà été montré hein, dans des papiers de Patil, le papier de Patil que je mentionne, qui est un peu l'étude séminale sur cette approche-là. Merci. Tac. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à la deuxième partie du talk. Donc, juste pour faire une petite transition, ici, on a vu que finalement, on avait essayé de comprendre, donc de définir le timbre. Donc, je ne sais pas si on peut prétendre y être arrivé, mais on a donné un peu des éclaircissements peut-être sur la variabilité finalement qu'il pouvait y avoir dans le timbre. Donc, essayer d'avoir une définition absolue du timbre me paraît être une erreur fondamentale, et je ne pense pas que les gens aient cet objectif-là, mais par contre, utiliser des outils comme la MDS et essayer de corréler des descripteurs acoustiques qu'on va définir a priori me paraît être une approche complexe pour mieux comprendre le timbre. Et bon, voilà, c'est un peu la conclusion, ce qu'il faut en retenir de cette étude-là. Et donc, dans le cadre d'une autre étude que j'ai réalisée à la suite de ce postdoc, donc à l'ENS, avec Daniel Presnitzer du laboratoire des systèmes perceptifs et Damien Léger, qui est lui médecin à l'Hôtel-Dieu à Paris et spécialiste du sommeil. Et donc, il y avait aussi comme collaboration Caroline Goriot, qui est ingénieure dans son équipe, et Thomas Andrion, qui a fait sa thèse à l'ENS et qui est maintenant en postdoc, je crois, à l'université Monash, donc qui se trouve en Australie, et qui est aussi spécialiste de la perception auditive pendant le sommeil. Donc, on a fait cette étude pour essayer de comprendre les effets de la privation de sommeil sur les propriétés acoustiques de la parole. Donc, je vais juste vous introduire cette étude de façon plus générale. Donc, pourquoi c'est vraiment essentiel de se poser ces questions-là, finalement? C'est parce qu'en fait, essayer de monitorer donc la sleepiness, alors en français, c'est la somnolence, pardon. C'est un enjeu sécuritaire crucial, donc aussi bien pour les pilotes d'avion, par exemple, que pour les conducteurs. Alors, on peut penser aux conducteurs de camions, mais également pour toutes les personnes qui sont soumises à des travaux où ils sont privés de sommeil, donc tout le corps médical en particulier. Et jusqu'à présent, finalement, il n'y a pas de technique très simple pour arriver à monitorer la fatigue des gens et la somnolence. Donc, il y a des choses un petit peu standards qui utilisent des mesures électrophysiologiques, mais qui sont quand même complexes à mettre en œuvre. Donc, si on veut savoir si un conducteur n'a pas assez dormi, si on doit lui mettre un casque EEG à chaque fois, ça va être assez compliqué. Et pourtant, on a tous déjà expérimenté l'effet de la privation de sommeil sur nous. Donc, quand on est très fatigué après une nuit blanche, c'est évident qu'on se comporte différemment. Et un aspect qui est affecté, finalement, quand on manque de sommeil, ça va être la façon dont on parle. Donc, ça va affecter différents aspects. Ça va affecter notre capacité à parler de façon correcte. Ça va aussi modifier probablement notre prosodie et des aspects spectraux. Donc, il y a une étude un petit peu séminale qui a résumé finalement tous les effets possibles de la privation de sommeil sur la parole. Et je vais vous faire écouter un exemple d'une personne qui a été privée de sommeil, et vous allez voir que bon, c'est un cas un petit peu stéréotypique, mais c'est assez simple d'entendre que la personne n'a pas assez dormi. Et avait à l'extrémité de cette ligne enfoui son trésor. C'était... Bon, l'exemple est volontairement exagéré parce que c'est juste pour vous montrer que c'était vraiment un effet très important de la privation de sommeil sur la parole. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut essayer de détecter automatiquement la somnolence dans la parole, et quels sont les aspects de la parole qui sont affectés par la somnolence. Donc, on n'est pas non plus les premiers à s'être intéressés à cette question. Il y a pas mal de gens qui se sont intéressés à ça dans la communauté de la parole, en utilisant des approches qu'on pourrait cataloguer comme issues de la communauté MIR, Music Information Retrieval, où on utilise une quantité incroyable de descripteurs acoustiques et des aspects ensuite machine learning pour essayer de corréler le degré de fatigue aux aspects de la parole, mais tout ça sans comprendre grand-chose finalement à ce qui se passe derrière. Donc, les études de la littérature qui existent jusqu'à présent sont relativement soit très qualitatives, et les aspects quantitatifs utilisent des descripteurs acoustiques qui ne sont pas toujours très intelligibles dans la façon dont ils sont utilisés, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés comme souvent on fait en machine learning, où on nourrit un algorithme qui va nous faire une tâche, mais on ne va pas comprendre grand-chose à ce que fait cette tâche. Et il y a également très peu de liens avec la physiologie de la production de la parole. Donc, le constat qui a été fait, c'est qu'il y avait besoin
d'une étude plus contrôlée pour répondre à ces différentes questions. Et en particulier, d'essayer d'interpréter ce que fait un algorithme de machine learning entraîné à détecter la somnolence. Donc pour ça, on a mis en place une expérience à l'Hôtel-Dieu. Donc ce n'est pas moi qui l'ai fait passer l'expérience, elle avait été réalisée avant que je sois en postdoc là-bas. Et donc il y a 24, donc ici c'était exclusivement des femmes qui ont été privées de sommeil. Donc l'objectif était d'avoir une forme d'homogénéité au niveau acoustique. Et on a demandé à ces sujets de lire durant 3 sessions avant et après 2 nuits de restriction de sommeil, donc où elles étaient privées de sommeil, elles ne pouvaient dormir que pendant 3 heures. Donc c'est là où on ne les a pas complètement privées de sommeil, mais pour qu'elles soient dans un état de somnolence et pas dans un état de privation totale. Pardon. Et on leur demandait de lire différents extraits. Alors les extraits, c'était des extraits du Comte de Monte Cristo. C'était des patients, des sujets uniquement françaises. Et à la fin de chaque session, on demandait au sujet de faire un report individuel de l'état de fatigue, donc sur une échelle de Stanford qui classe la fatigue sur un degré de 1 à 7. Donc ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y avait un effet significatif de la privation de sommeil, donc c'est rassurant, ça veut dire qu'elles n'ont pas été empêchées de dormir pour rien. Donc on voit qu'après les 2 nuits de restriction de sommeil, eh bien, en moyenne, les sujets jugeaient leur état de fatigue plus élevé que durant les premières sessions. Et un effet qu'on ne voit pas trop ici, mais qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on est moins fatigué juste après la privation, et finalement, l'effet de privation de sommeil intervient au milieu de la journée, le plus important. Et donc, après, pour chacune de ces sessions, on a enregistré ces personnes en train de lire en gros 15 minutes de texte qu'on a pré-traité avec différentes techniques, donc je ne vais pas revenir en détail dessus. Mais le point à retenir, c'est qu'on a coupé ces 15 minutes en bout de 15 secondes, ce qui donne en gros pour chaque sujet entre 100 et 150 échantillons. Et donc la question, pour revenir à la question principale, était de savoir est-ce qu'on peut designer tout d'abord déjà avoir un framework de machine learning qui nous permet de dire est-ce que le bout de parole qu'on donne à l'algorithme, est-ce qu'il vient d'une session avant avoir été privé de sommeil ou après? Donc est-ce qu'on est capable automatiquement de détecter la sleepiness? J'ai toujours du mal avec ce terme en français. Et donc pour ça, on a utilisé la même approche que celle que je vous ai présentée juste avant, donc à savoir qu'on a utilisé les représentations en spectre de modulation, donc ici avec des paramètres légèrement différents pour qu'ils soient plus adaptés à des signaux de parole. Mais donc on a utilisé les mêmes représentations pour essayer ensuite de voir si on pouvait caractériser la somnolence. Et donc ce qu'on a commencé par faire, c'était juste faire une moyenne finalement des essais, donc des STMF avant privation et des STMF après privation. Et malheureusement, on voit qu'on ne voit rien. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas capable finalement de distinguer les exemples avant et après privation. Donc qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'arrive pas à utiliser nos résultats? Finalement, une des techniques, ce qu'on fait, comme on n'est pas les seuls à faire, mais c'est d'utiliser des algorithmes un petit peu plus boîte noire qui vont faire le travail pour nous et qui vont aller chercher ce qui discrimine les différentes catégories. Et donc, on a utilisé ici des machines à vecteurs de support, des SVM, qui sont des techniques très simples de machine learning qui permettent donc d'essayer d'entraîner un classifieur à détecter, donc c'est de l'apprentissage purement supervisé ici, à détecter les signaux de parole où les sujets avaient été privés de sommeil de ceux où les sujets n'avaient pas été privés de sommeil. Donc pour ça, on a utilisé, si vous voulez des détails, je pourrais vous détailler ça, mais on a tout d'abord fait une technique de réduction de dimension, donc une analyse en composantes principales, et ensuite on a entraîné un SVM avec un noyau gaussien. Et on a cross-validé les résultats avec une technique classique de cross-validation, pour éviter justement ce que je disais tout à l'heure, donc d'overfitter. Et ce qu'on voit, donc si on fait une analyse tout d'abord, alors attendez. Ouais, donc si on fait une analyse sujet par sujet, c'est assez intéressant. Ce qu'on voit, c'est qu'on est capable, pour chaque sujet, de discriminer les essais avant et après privation de sommeil largement au-dessus du hasard. Donc le hasard est à 50%. Et par contre, si on essaye de faire ça à travers tous les sujets, donc si on entraîne notre classifieur en mélangeant tous les sujets, on voit que notre précision est beaucoup moins forte.
Donc ça sous-entend qu'il y a une grande variabilité finalement de l'effet de la privation de sommeil sur la parole. Donc pour le redire encore autrement, ça veut dire que quand on est privé de sommeil, notre parole et les propriétés acoustiques en sont affectées, mais elles semblent être affectées de façon différente pour tous les sujets. Et donc ici, ce qu'on a finalement, c'est qu'on a une belle boîte noire qui nous permet de dire, bon, bah, le sujet a dormi ou pas assez dormi au-dessus du hasard, mais on n'en comprend pas beaucoup plus sur comment sa parole a été affectée. Et donc, un des gros aspects des travaux que j'ai réalisés depuis quelques années, c'est d'essayer de sonder ces boîtes noires. Donc, de ne pas juste s'en servir de façon assez vulgaire en disant, bon, bah voilà, ça fait la tâche, mais on ne comprend pas plus. Et comment on peut faire ça? Donc comment on peut sonder une boîte noire? Finalement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est un peu tous spécialistes de ça déjà, dès qu'on fait de la psychophysique. Donc on fait de la psychophysique sur des sujets humains, on essaye de sonder la boîte noire qui est le système perceptif, avec différentes méthodes que j'avais pu utiliser dans d'autres études, mais qui permettent de comprendre un petit peu, quelles informations les humains, utilisent quand ils font une tâche. Bah, pourquoi ne pas l'appliquer aussi à des outils de classification. Donc, par exemple, la méthode de reverse correlation que je vais vous présenter juste après, permet de faire ces choses-là. Et donc, ce qu'on a fait finalement, l'idée est très simple, c'est d'ajouter du bruit en entrée du classifieur pour essayer de le tromper, lui faire des erreurs. Et ça nous permet en fait d'avoir des erreurs dans chaque catégorie. Donc ici, ça va être, on va mettre des représentations d'entrée et on va demander au classifieur de nous dire, bon, bah, est-ce que ce bruit-là, c'est plus un bruit d'une personne qui a dormi ou qui n'a pas assez dormi? Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir des erreurs que fait le classifieur, on va pouvoir faire ce qu'on appelle la reverse correlation. Donc, c'est une corrélation, hein, il n'y a rien de mystique dans tout ça, mais qui va nous permettre de déterminer finalement quelle partie finalement de la représentation d'entrée vont driver la boîte noire pour prendre la décision dans une catégorie ou dans l'autre. Donc c'est super intéressant parce que maintenant on va pouvoir analyser nos données de speech. Donc juste pour vous convaincre que ça a un intérêt même plus général que pour cette étude, on l'a aussi appliqué à des aspects purement machine learning classique, donc en vision par exemple, pour sonder les informations d'un classifieur entraîné à discriminer des chiffres. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est capable de déterminer le prototype un petit peu de chaque catégorie. Donc ici, le classifieur était entraîné à dire à reconnaître un chiffre à partir d'une image. Et nous, on est allé le sonder avec notre technique. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est capable un peu de reconnaître ce que le classifieur a en mémoire, on pourrait dire, si on faisait un peu une analogie avec un sujet humain. Et on est aussi capable de déterminer quelle est la zone la plus importante pour prendre la décision. On l'a aussi appliqué à d'autres choses, donc je ne vais pas rentrer en détail, c'est juste pour vous convaincre que c'est un intérêt, mais ici c'était une tâche de classification pour distinguer des signaux de speech, des signaux de parole à des signaux de musique. Et on l'a appliqué à des données qui n'ont absolument rien à voir, qui sont des données polysomnographiques, donc qui sont des EEG de personnes qui sont en train de dormir. Et on a entraîné un classifieur à caractériser les différents stades de sommeil. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est capable d'extraire un peu les patterns prototypiques de ces EEG. Pardon. Et en fait, je vous parle sous le contrôle de Thomas et de Damien, qui sont les spécialistes du sommeil, mais ces patterns ont un vrai sens au niveau de la communauté sommeil. Donc ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'intérêt est beaucoup plus large que notre étude, sur laquelle je vais revenir. Et juste, les codes pour utiliser ces techniques d'interprétabilité sont dispo sur ce repository en ligne, si vous voulez les utiliser. Donc, je vais revenir au problème que je vous présentais, donc sur les effets de la privation de sommeil sur la parole. Et donc, ce qu'on a pu faire, c'est sonder finalement les classifieurs qui ont été entraînés pour essayer de voir dans les STRF quelles sont les informations discriminantes avant et après privation de sommeil. Donc, on a pu sonder ça à travers les sujets, mais comme je vous disais, la précision n'était pas très bonne. Donc, on a aussi fait une analyse intra-sujet pour voir pour chaque sujet ce qui était caractéristique de la privation. Donc, je vais passer un peu vite parce que je pense que je traîne un petit peu. Et donc, juste pour vous montrer les interprétations qu'on peut en faire, surtout au niveau acoustique, c'est quand même ça qui est intéressant, c'est de voir finalement la privation de sommeil semble altérer donc, la prosodie. Donc la prosodie, on l'observe beaucoup dans cette représentation-là, qui va mettre en évidence les modulations temporelles versus les modulations spectrales. Et on voit aussi que ça semble, alors pour le moment c'est des hypothèses, hein, mais la privation de sommeil semble induire
des effets de nasalité, parce qu'on voit que les aspects qui matchent semblent être reliés aux modulations dans les deuxième et troisième formants. Alors, c'est des hypothèses à tester, évidemment, hein, pour le moment, on n'en est pas, je ne peux pas vous garantir que c'est ça, mais en tout cas, ça semble être une direction intéressante. Étienne, juste, Ouais. tu peux revenir, là, c'est donc, du coup, on voit plusieurs sujets, c'est ça? Oui, pardon. Alors, oui, Et, du coup, voilà. Donc, non, on a fait l'interprétation à travers les sujets, donc c'est la partie haute, et on l'a faite sujet par sujet. Donc oui, c'est ce qui est en bas. Et ce qu'on voit, c'est que si on regarde sujet par sujet, donc chaque ligne va correspondre, chaque section de 3 cases va correspondre à un sujet. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, c'est pas la même position pour chaque sujet. Donc, ce qui explique probablement pourquoi on n'était pas capable de classifier à travers tous les sujets au-dessus de façon très performante. Mais par contre, on est capable de voir pour chaque sujet, il y a des aspects qui semblent communs dans les effets de privation. Donc oui, là, c'est l'aspect moyenné, si on voulait dire, et là, c'est l'aspect intra-sujet. Et donc, la dernière question qu'on a abordée dans cette étude, c'était est-ce qu'on est capable finalement de détecter le degré de somnolence directement à partir des informations acoustiques? Donc, ce qui sera un peu une sorte d'éthylotest du sommeil, hein. Donc, ou est-ce qu'on est capable, juste en faisant parler quelqu'un, d'obtenir son report de fatigue de façon automatique? Donc, pour ça, on a défini un index acoustique à partir des masques obtenus. Et on a essayé de les corréler de façon un peu brute avec les reports de sommeil de chaque sujet. Et ce qui est intéressant, c'est que ça semble corréler de façon significative. Donc, on s'entend, on ne prétend pas avoir mis en place un outil qui permette de faire la tâche de façon parfaite, mais il y a une corrélation significative entre les deux. Donc, ça veut dire quand même qu'on a été capable de trouver de l'information pertinente qui était reliée au degré de fatigue des sujets. Je vais passer un peu vite, je pense que je traîne un peu. Je ne sais pas combien de temps il me reste. non, mais t'inquiète, parce qu'on a fait aussi une partie questions. Ok, ça marche. Non, en tout cas, si je suis trop lent, n'hésitez pas. Mais Mais donc, bon, du coup, juste pour revenir à ce que tu viens de dire, c'est ouais. que vous y arrivez, mais sujet par sujet, quoi. Alors voilà, on arrive à caractériser la privation de sommeil sujet par sujet de façon assez précise. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit qu'on a pu définir une sorte d'index acoustique qui va être directement relié au degré de fatigue du sujet. Donc ça montre qu'à partir de ce masque interprété, finalement, on peut définir un index acoustique qui caractérise la fatigue. Bon, l'étude a été arrêtée là pour le moment, mais on est en train de pousser les résultats, et en particulier en essayant d'utiliser des classifieurs qui marchent mieux que les SVM. Donc des réseaux de neurones profonds en particulier, qui ont probablement une capacité plus importante à généraliser à travers les sujets. Mais je n'ai pas de résultats pour le moment à montrer là-dessus, parce que pour le moment, ça ne donne pas des résultats concluants. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que, une fois encore, les modulations spectrotemporelles sont quand même très intéressantes. Et surtout qu'on a mis en place des outils qui permettent de sonder les classifieurs. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Ici, on applique ça à cette étude sur l'effet de la privation de sommeil sur la parole. Mais comme je le montrais, ça peut s'appliquer à plein d'autres tâches. Et on sait que c'est un peu à la mode, hein, mais ces outils-là sont de plus en plus utilisés. Mais pour autant, les gens les utilisent très souvent sans comprendre ce qui s'y passe et ce qui s'y fait. Et cette approche-là permet justement de comprendre ce qu'il y a dedans, d'aller comprendre ce qu'il y a dans cette boîte noire. Et si on s'intéresse juste aux questions reliées aux aspects parole ici, donc dans cette étude, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande variabilité entre les sujets. Et donc, dans les analyses qu'on est en train de faire actuellement, c'est d'essayer de mieux comprendre ça. Donc, de mieux comprendre quels sont les effets sujet par sujet, et de voir si on peut les relier à de la physiologie de la production de la parole. Bon, je ne suis absolument pas expert, mais du peu de littérature que j'ai pu lire sur la question par rapport aux observations qu'on avait, on peut faire l'hypothèse que la privation de sommeil induit de la nasalité qu'on arrive, nous, à détecter dans ces représentations-là. Et encore plus, donc ça, c'est des informations que Damien Léger, donc, qui lui est spécialiste du sommeil, m'a donné, sur le fait que c'est bien connu qu'après privation de sommeil, il y a une inflammation souvent au niveau du nez. Et donc, ça peut effectivement naturellement influer sur la façon dont on produit de la parole. Mais on n'a pas, comme on n'est pas allé jusque-là pour le moment. C'est juste, c'est une hypothèse plus qu'un résultat. Voilà. Du coup, si vous avez d'autres questions sur cette partie-là, n'hésitez pas. Je ne sais pas, j'espère ne pas être allé trop vite.
De toute façon, ce qui me reste à présenter est relativement rapide. Je vais passer à la suite. Et du coup, c'est juste pour vous introduire ce sur quoi je suis en train de travailler actuellement, donc qui est dans la droite lignée de ces travaux-là. Donc, bon, ça parle beaucoup de machine learning, deep learning, tout le monde s'intéresse de plus en plus à ces choses-là parce que ça fait des tâches qu'on avait du mal à faire avant, finalement. Hein, ça semble les faire beaucoup mieux que nous. Bon, on comprend, comme je le disais, pas tant de choses que ça, finalement, sur la façon dont ils font ces tâches, et en particulier pour ce qui est de la modélisation des aspects corticaux au niveau auditif. Il y a des études récentes qui ont montré que l'activité d'un réseau de neurones convolutionnels, donc je pourrais rentrer dans les détails si vous le souhaitez, mais semble corréler avec des mesures réalisées en imagerie cérébrale, en imagerie cérébrale fonctionnelle. Et par contre, bon, bah, ça corrèle, mais on sait tous que corrélation implique pas grand-chose par moment, et qu'il faut quand même essayer de comprendre qu'est-ce qui corrèle. Donc, ça peut être intéressant d'essayer de se demander finalement qu'est-ce qui a été encodé dans ce réseau de neurones. Et c'est ce que j'essaye de faire donc, avec les techniques que je vous ai présentées. En particulier, d'essayer de comprendre l'information qui est encodée dans les différentes couches. Est-ce qu'elle a du sens? Et comment l'architecture de ce réseau peut influer justement sur ces aspects-là. Parce que alors, j'ai découvert un peu ce domaine-là il y a quelques années finalement, mais on se rend compte que le machine learning et le deep learning, c'est pas du bricolage, mais il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de paramètres qu'on va fixer un peu à la main parce qu'on sait que ça marche. Et même si on va cross-valider notre algorithme, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Et c'est quand même bien d'aller voir un petit peu plus en détail ce qui se passe dedans. Et donc, pour faire ça, j'ai mis en place, j'ai vraiment développé une technique qui permet de sonder couche par couche ce qui se passe dans le réseau de neurones, en utilisant la sortie de chaque couche et en appliquant la technique que je vous ai présentée juste avant, finalement, de corrélation inverse, qui va nous permettre, pour chaque couche, de déterminer un masque caractéristique de l'information qui est encodée dans un réseau qui est entraîné à faire une tâche particulière. Donc, je vais passer assez vite sur le réseau qu'on a implémenté parce que ce n'est pas très intéressant. C'est un réseau à 6 couches qu'on a entraîné à réaliser une tâche de classification de sons qui ont été labellisés dans 5 catégories. Donc, qui ont été labellisés par des humains, c'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup de variabilité à travers chacune de ces catégories, donc on peut critiquer cet aspect-là. Bon, c'est un choix qu'on a fait pour le moment, qu'on ajustera probablement dans la suite, mais c'est intéressant parce qu'on a réussi on a un classifieur, un réseau en tout cas, qui permet sur un ensemble de validation d'avoir une une précision largement au-dessus de la chance. Donc même si en accuracy d'entraînement, il overfit clairement, c'est des choses qui sont améliorables, mais malgré tout, on a un réseau qui fait une tâche plutôt bien. Oula, ah ouais, je vais vous présenter les sons de chaque catégorie. Donc ça, c'était le son de la catégorie effet. Catégorie musique. Désolé. Vous entendez en même temps un son de nature. Un son urbain et humain, c'était quelqu'un qui tousse. Donc il y a beaucoup de variabilité parce que les sons humains incluent également des sons de parole et des sons d'action humaine. Donc c'est cet aspect-là qui est assez discutable. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut obtenir avec la méthode que j'ai proposée. Finalement, là, je vais vous montrer les interprétabilités couche par couche, les interprétations couche par couche du réseau. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que plus on avance dans le réseau, plus il semble que l'information représentée converge vers quelque chose d'assez précis et qui finalement a un peu de sens au niveau acoustique si on regarde. C'est de se dire que les sons, par exemple, des sons de nature, par exemple, vont être caractérisés par des spectres beaucoup plus larges. Alors vous allez me dire, oui, bon, on n'avait pas besoin de tout ça pour le savoir. C'est pas faux. On aurait pu juste s'intéresser aux représentations de départ. Mais malgré tout, c'est un intérêt pour lequel on est en train de travailler, c'est justement d'essayer de voir, dans le cas de réseaux qui corrèlent très bien avec l'activité cérébrale, qu'est-ce qui est différent de ceux qui ne corrèlent pas avec l'activité cérébrale. Donc il y a vraiment un intérêt de se dire, est-ce que ça a du sens tout ça finalement, parce qu'il y a aussi des aspects plus étranges qui vont être que si on regarde pour les sons de nature, par exemple, alors le son prototypique a cette tête-là, donc il y a un son très large bande, donc c'est des spectrogrammes, donc on voit des sons très large bande, mais par contre le réseau va se focaliser que sur le début et que sur la fin. Donc bon, pourquoi pas, mais on peut se demander si c'est pertinent chez un sujet humain. C'est pas évident.
Et à l'inverse, il y a quand même des choses, comme je le disais, qui ont du sens. Donc, interpréter les réseaux, c'est quand même intéressant, parce que ça permet de... Ça paraît un peu magique des fois, toutes ces choses-là, de se dire, bon, ça fait des tâches de façon incroyable, mais est-ce que ça fait pas un peu n'importe quoi et sur quoi ça se base? Pourquoi là, par exemple, pour caractériser les effets, le réseau s'appuie que sur la fin du son, où il semble qu'il n'y ait aucune énergie. Alors, très probablement, et c'est ce que je dis dans les conclusions, c'est que les CNN, en fait, ils sont optimisés pour la tâche. Donc, ils n'ont pas vocation à faire les choses comme un humain. Ils s'en fichent complètement de savoir si le cerveau fait pareil, ils font au mieux. Et donc, ça montre que ces modèles, parce que c'est un peu la conclusion de certains articles en ce moment en neurosciences, qui disent, bon, c'est des super modèles du système auditif, ok, mais il y a quand même quelques limites, et il faut regarder ces limites-là au niveau acoustique. Et en particulier, essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de chaque couche. Alors, les travaux que j'ai faits actuellement sont aussi limités, parce qu'on ne regarde que dans un type de représentation, comme je le disais. La base de données qu'on a utilisée, elle est aussi critiquable. Et l'architecture aussi, qui est une architecture très inspirée par des réseaux de neurones visuels, mais qui corrèlent en acoustique. Donc, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler, donc c'est-à-dire de designer des réseaux un peu plus biomimétiques au niveau de l'architecture et de voir comment ils représentent l'information. Donc voilà, donc ça c'est un peu pour conclure. Attendez, est-ce que j'ai une autre slide après? Mais que du coup, la corrélation n'est pas suffisante et que c'est vraiment important de regarder ce qui se passe dans les représentations intermédiaires. Donc pour conclure cette présentation, j'espère vous avoir un petit peu convaincu que le machine learning, bien que ce soit très à la mode et ça peut paraître des fois très opportuniste quand on voit certaines études de l'utiliser, ça peut avoir un vrai intérêt si on l'utilise de façon un peu plus originale finalement, en essayant de comprendre ce qui se passe dans ces boîtes noires. Parce que bon, faire des régressions, je pense qu'on est tous très forts pour ça, on a tous appris. Ces outils-là permettent de faire ça à des dimensions encore plus grandes. Mais finalement, il y a peu de gens qui regardent ce qui se passe dedans, et ça nous apporte plein d'informations. Donc j'ai pu appliquer, alors je n'ai pas présenté tous les travaux que j'ai fait en utilisant ces outils-là, mais l'appliquer à d'autres types de sons. Donc on a caractérisé par exemple des sons de paysages sonores naturels qui viennent d'un parc naturel américain. Je collabore également avec des gens qui sont plus intéressés par des aspects d'acoustique sous-marine. Donc, c'est des aspects, pour le moment, ça reste à l'état de pré-projet, mais on va essayer de voir des algorithmes qui sont entraînés à faire des tâches très spécifiques, de comprendre un petit peu comment ils les font pour, c'est un peu du reverse engineering, hein, mais pour le faire plus rapidement après. Et alors, les aspects qui m'intéressent moi plus directement au niveau purement perception auditive, ça va être d'essayer de comprendre comment le système auditif encode les sons et donc de challenger un petit peu les modèles actuels qui prétendent que le système auditif est un réseau de neurones convolutionnels, ce qui est en première approximation sûrement vrai, mais tous les aspects de décoding qui sont utilisés actuellement, finalement, je pense qu'il faut aller plus loin pour comprendre vraiment ce qu'ils font et pouvoir vraiment dire les limites de ces modèles-là. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'espère vous avoir convaincu que cette approche d'interprétation permet de sonder ces outils-là, quel que soit le type de tâche, donc ça sort même largement du domaine de l'acoustique, mais vraiment de comprendre ce que font ces outils de machine learning pour mieux comprendre finalement d'autres domaines. Donc ici la perception, pourquoi pas d'autres domaines des sciences. Et voilà, merci beaucoup. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, ce sera avec plaisir d'y répondre. Merci Étienne pour cette présentation passionnante, avec pas mal de détails, je suis bien contente. Moi, j'avais vu que des extraits dans des confs, c'est vrai que là, de voir quelque chose avec plus de détails, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? C'est peut-être juste plus une remarque, c'est finalement essayer de transformer des systèmes black box en système d'abord grey box et puis après pourquoi pas white box quoi finalement. C'est ça. Bah oui, c'est un peu finalement c'est un peu absurde parce qu'on a passé des années à développer des algos pour faire les choses mieux que l'humain et puis maintenant on essaie de comprendre comment ils marchent. Enfin, c'est un peu circulaire, mais finalement quand on n'a pas d'intuition sur un problème, c'est ça qui est assez intéressant je trouve avec le machine learning malgré tout, c'est qu'on peut l'utiliser pour avoir un résultat très performant. Mais si on s'arrête là, je trouve ça un peu triste en fait, du point de vue de la connaissance, du point de vue de l'ingénierie, c'est très intéressant, et c'est ce qui était le cas jusqu'à présent dans beaucoup d'études. Et bon,
on n'est pas non plus les seuls à s'intéresser à ces questions d'interprétabilité, hein, c'est évident, mais ça permet d'aller plus loin. Et puis là, en plus, ce que je trouve assez marrant dans cette approche-là, c'est qu'on utilise des techniques qui viennent de la perception de la psychophysique pour sonder les classifieurs, donc se dire notre machine learning est un humain. Et il y a plein d'avantages que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il n'y a pas de comité d'éthique pour sonder un classifieur, donc vous pouvez lui faire 100 000 essais, il ne se fatiguera pas, et c'est assez intéressant. Donc, C'est pas mal ça, ouais. on a un outil à un degré de performance proche de l'humain qui peut être sondé justement, et dont on va pouvoir tirer peut-être plus de connaissances plus rapidement. Ouais, je devais faire de la polysomnographie dans une étude là, et puis en fait, on n'a pas eu l'approbation du comité d'éthique. Ouais. On n'a pas pu la faire, mais en tout cas, les données devaient être traitées en Allemagne, et apparemment, ils ont une personne qui regarde toutes les données à la main. Ouais. Pour justement chercher les pics que tu montrais un petit peu là sur les données. C'est un enjeu. Alors, je ne connais pas du tout ce domaine-là, ou très peu, du peu que j'ai lu du coup maintenant. Mais être capable, donc nous, ce qu'on a fait là, c'est de classifier les stades de sommeil. Donc, c'est une tâche qui est relativement simple malgré tout, même pour des experts en lecture de polysomnographie, arriver à le faire facilement. Mais arriver à le faire rapidement, c'est quand même un enjeu. Et un enjeu encore plus fort, c'est qu'avec les données polysomnographiques, ils sont capables de... Donc, un collège de 30 médecins va être capable de dire « Ah, bah, ce sujet-là est soumis à des problèmes de narcolepsie, par exemple. » Et par contre, ils n'ont aucune idée de comment ils font pour faire cette tâche-là. Et il y a un algo qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps, donc c'est un gros réseau de neurones qui arrive à faire la tâche largement au-dessus du hasard, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe dedans. Donc on n'a pas abordé la question encore, mais oui, arriver à comprendre ce que fait l'algo, finalement, ça peut nous apporter de la connaissance sur quelque chose, une question fondamentale, quoi. Et ça permet d'économiser aussi des heures de lecture un peu hasardeuse finalement pour les médecins, quoi, comme outil d'aide au diagnostic. Alors, ça ne remplacera pas l'expertise humaine, hein, probablement, mais en tout cas comme un indicateur de plus que juste un humain, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et si jamais vous voulez utiliser ces scripts d'interprétabilité, ils sont sur mon GitHub. Donc il y a une version démo, alors qui j'espère être assez simple d'utilisation, dans le cas des chiffres, pour la database MNIST, qui est assez classique. Mais ça s'applique très facilement, avec toutes les pincettes que je prends, mais ça s'applique relativement simplement à d'autres problèmes. Des questions, n'hésitez pas, hein, vous prenez la parole, vous allumez votre micro. Bon, je crois que les gens ont faim. Ça se défend. Hein. Moi, c'est pas une question, mais c'est une remarque, parce que le temps qu'Étienne parlait, j'ai réfléchi un peu sur la question que je lui avais posée sur la partie de son exposé. Et donc, sur cette histoire de vibrato et de trémolo. Donc, en fait, évidemment, si tu fais les moyennes, le vibrato, tu ne vas pas le voir. Tu vas le voir sur l'aspect temporel, parce que sur la plupart des instruments qui ont un vibrato, le processus de production physique fait qu'il y a une corrélation entre vibrato et trémolo. Et donc, je pense que c'est ça que tu vois, en fait. Oui, c'est... Oui. Le vibrato en termes de trémolo, sur des instruments, notamment tous les instruments auto-oscillants. Oui. J'avoue qu'on n'est pas rentré dans le détail de cette étude sur les vibratos en particulier. Mais oui, c'est probablement... Enfin, ça mériterait d'être poussé juste sur ces types de sons-là et de voir comment on peut les discriminer, je ne sais pas, même pour des outils de synthèse, hein, pour démoduler des vibratos. Je ne sais pas si ça peut avoir un intérêt au niveau musical, création, mais ouais. Ok, en tout cas, merci pour ton exposé. C'était vraiment super sympa. Oui, j'apprécie beaucoup le côté je veux comprendre. ça fait plaisir. Et pas que justement Black Box.